Bienvenue à cette toute nouvelle édition du TV Laval Nouvelle. Évidemment, j'étais plein de sourires en ouvrant l'émission. C'est parce qu'il y a, juste avant d'ouvrir l'émission, il y a Alain, mon réalisateur, qui m'a fait une blague. Alors, mais je suis très content d'être là. Et évidemment, on va rire ensemble avec des sujets un peu plus légers et d'autres un peu plus, disons, sérieux, comme le fameux segment Nouvelle. Un petit peu plus tard, on va jaser cinéma avec les Bagnoles 3, avec les vacances qui s'en viennent. Les salles obscures seront envahies avec les gros blockbusters. Aussi, activité pour la fête du Canada, ici, territoire lavallois, avec le 150e de la Confédération. On va jaser avec M. Stéphane Guertin. Une nouvelle entreprise aussi qui est florissante dans un domaine qui, on le sait, ce qu'on mange sur notre table, la traçabilité, c'est important. Et on œuvre dans les produits maraîchers. J'ai très hâte de m'entretenir avec deux jeunes entrepreneurs ici du territoire lavallois. On commence avec ce segment nouvelle, justement, ratification de l'entente négociée avec les policiers, le nouveau contrat de travail qui est conforme à la loi portant sur la pérennité des régimes de retraite municipaux. C'est un accord négocié qui a été ratifié le 14 juin par l'administration municipale et la fraternité, dis-je bien, des policiers de Laval. La signature de cette entente portant à la fois sur le renouvellement de la convention collective et sur la restructuration des régimes de retraite a eu lieu en présence du maire Marc Demers et d'André Potvin, qui est président de la fraternité. Rappelons que les résultats de la négociation avaient été approuvés par les policiers réunis en Assemblée générale. C'était le 7 juin. Le contrat est l'aboutissement d'une négociation complexe dont les enjeux dépassaient le seul renouvellement de la convention collective. Et pour le maire de Laval, l'entente devait comprendre à la fois les conditions de travail et la restructuration du régime de retraite. Mais elle devait aussi respecter les paramètres financiers tout en étant équitable envers les autres groupes d'employés. Et dans les circonstances, je suis plus que satisfait que l'on en soit arrivé à un accord négocié et approuvé par plus de 90 % des policiers présents à l'Assemblée. Et pour Pierre Brochet, qui est directeur du service de police de Laval, le contrat permet de déployer une vision tournée vers l'avenir. Nous sentons déjà à l'interne une énergie différente et un enthousiasme à aller de l'avant pour mieux travailler ensemble. Il ajoute que les Lavallois retrouveront avec plaisir l'uniforme qui appelle le respect envers les forces de l'ordre. Et évidemment, on va surveiller toutes les nouvelles démarches concernant les policiers de Laval. Et d'ailleurs, toujours en parlant de ces derniers, le directeur du service de police de Laval fait membre de l'Ordre du mérite des corps policiers. La ville de Laval, qui était fière de l'honneur, fait à son directeur de service de police, M. Brochet, qui a reçu à Moncton, au Nouveau-Brunswick, la médaille de l'Ordre du mérite des corps policiers. C'est notamment pour son leadership dans la prévention du crime à Laval et pour son approche multiforme visant à soutenir des initiatives communautaires au Québec. M. Brochet, d'ailleurs, a reçu cette distinction remise par le gouverneur général du Canada, M. David Johnston. Cette médaille n'est remise qu'à 2 policiers canadiens cette année. L'Ordre du mérite des corps policiers rend entre autres hommage aux services méritoires exemplaires de policiers canadiens, à leur engagement, leur contribution au service de police et leur apport au développement communautaire. Depuis son arrivée en poste en 2014, M. Brochet a démontré un leadership remarquable. Il s'est attaqué avec détermination aux grands enjeux lavallois et c'est sous sa gouverne qu'a été créé le Bureau d'intégrité et d'éthique de Laval. Il a créé aussi l'escouade Equinox pour lutter contre le crime organisé et il a fait une priorité de lutter contre la prostitution juvénile. M. Brochet contribue à faire de Laval une ville où les citoyens se sentent en sécurité, d'affirmer le maire de Laval, Marc Demers, qui, évidemment, félicitait M. Brochet. 7 minutes pour sauver un homme à la dérive à Laval-Ouest. Dominique Viens se souviendra de toute sa vie du 13 juin 2017. Cet après-midi, il a donc sauvé la vie d'un kayakiste en détresse dans cette rivière d'Émile-Île. 2 enfants, d'ailleurs, célébreront la fête des pères, ont célébré, dis-je bien, la fête des pères en souriant plutôt qu'en pleurant grâce à son sang-froid et sa détermination. Je vous explique les faits. Il est 13h22. Dominique Viens est assise devant son ordinateur à fignoler un dossier. L'experte en sinistre travaille dans sa maison de la 1er avenue et son bureau fait face au cours d'eau. Je n'ai pas une bonne ouïe, mais j'ai perçu un bruit inhabituel, un cri, se souvient-elle. J'ai levé les yeux et vu aussitôt une tête sortir de l'eau. J'ai attrapé mon cellulaire en partant à la course dehors. C'est là que j'ai clairement entendu « Help » et composé le 911. Il est donc 13h23 pendant qu'elle décrit la scène en précisant de faire appel aux pompiers nautiques et à la police. La femme de 39 ans s'approche du rivage. Elle entend un voisin parler lui aussi au 911 et au même moment, mon voisin accourt avec une veste de sécurité qu'il espérait lancer à l'homme et me dit de prendre mon kayak, sinon l'homme allait se noyer.
Le stress et l'adrénaline ont fait le reste. J'ai mis la veste dans le kayak et je suis parti comme une balle. Et quelques minutes plus tard, les vents et courants sont extrêmement forts. Le kayakiste à la dérive aurait d'ailleurs chaviré dans les rapides en amont après avoir débarqué son embarcation à la descente de Laval-Ouest. Il était donc près de 13h30 quand j'ai atteint l'homme. Il était très blanc, épuisé, essoufflé. Il parlait avec peine, me disant qu'il avait 2 enfants, qu'il ne se sentait plus ses jambes et que son bras était engourdi. La mère de 3 enfants a aussi peur que le malheureux la fasse chavirer à son tour. Elle lui parle. Il obéit à ses consignes. Surtout, j'ai compris qu'il n'était pas question d'attendre les secours, souligne-t-elle. L'hypothermie était très avancée. Je lui ai passé la veste à un poignet et il s'est finalement cramponné au cordage. J'ai ensuite évalué les distances pour décider de me rendre à la descente de bateau de 2 montagnes. Et ces 7 minutes de pagayage lui paraîtront une éternité. Dominique Vian y met toute sa force et toute sa ténacité, menée notamment par l'instinct maternel, affirme-t-elle. Et sur l'autre rive, un travailleur, Kevin Pratt, a pris des photos en direct du sauvetage. Il l'attend au bas de la descente et s'emparera de l'homme, mal en point pour le tirer de l'eau. Alors qu'arrive une escouade nautique des pompiers. J'ai laissé aller, mentionne Mme Vian, mon job a été fait. J'étais vidé, la gorge sèche, à bout de souffle et les muscles douloureux. Je compare facilement cet effort à un accouchement et je sais de quoi je parle, pour paraphraser la femme. Et s'inquiétant de l'état de santé du kayakiste, elle l'échangera avec les policiers, pompiers et ambulanciers. Elle dit comprendre désormais leur afflux d'adrénaline quand ces professionnels foncent droit devant pour sauver une vie. Cette dame a vraiment tout fait ce qu'elle fallait, en appelant d'abord le 911 puis en se munissant d'une ceinture de sécurité et portant secours à cet homme, de préciser Carl Lavigne, le chef aux opérations du service de sécurité incendie de Laval, restant encore impressionné par l'initiative et le savoir-faire de Mme Vian. Les pompiers lui ont ramené le kayak et la pagaie de son concitoyen lavallois. Dominique Vian espère désormais des retrouvailles où les remerciements feront place à une belle balade sur les flots de la rivière des Mille-Îles, dans le calme, précisons-le cette fois. Stéphanie Léveillé-Denis qui est toujours aussi préparée pour ses chroniques. On aime ça en tabarouette la voir ici. C'est peut-être parce qu'elle s'en va en vacances. Elle se sent un petit peu frivole aujourd'hui. Elle s'en va sous un chaud soleil de Cannes, je pense. Stéphanie, salut. Salut, premièrement. Oui, premièrement. Frivole, je ne sais pas. C'est quand même dimanche matin. On prend ça easy. Tout le monde sont dans leur lit. Bon matin. Oui, mais c'est parce que c'est TP. Fait que c'est fait en semaine. Fait que c'est pas pareil. Chut, faut pas le dire. Garde la magie. Hey, je viens de briser la magie de la télé. Hey, sais-tu quoi? J'ai le goût qu'on commence par une activité familiale avec, entre autres, du canot-kayak. Oui, pas entre autres, c'est l'activité. Ouais. Donc, 5 heures de cours d'initiation canot-kayak pour 10 Take a kayak. Yeah. Écoute, pour 10 c'est une activité familiale au parc Mille-Îles, donc, le parc de la rivière des Mille-Îles, pardon. Donc, c'est une activité qui a primodique, on peut le dire, là, parce que c'est 10 pour 5 heures de cours, donc 2 sessions de 2h30 de cours, où est-ce qu'on va parler de... les guides vont parler d'équipement, de réglementation, manœuvre et évidemment sécurité. C'est une activité familiale pour toute la famille, à condition que les moins de 14 ans soient accompagnés d'un parent. Pour ce qui est de l'âge limite, le plus bas âge, on va y aller avec la raison. Là, d'après moi, en bas de la maternelle, on n'y pense pas. Là. C'est ça, la question de sécurité. Mais c'était pas mentionné, mais vous pouvez aller voir sur parcmilleîles.qc.ca pour les détails. Voilà, sinon, il était là, ton parc Mille-Îles. Et voilà, il était là. Hey. Il est à .qc.ca. C'est ça, exactement. Donc, pour plus d'informations. C'est ça. Je veux qu'on fasse aussi un bon bout de cette chronique sur le festival Diapason du 6 au 9 juillet prochain. Puis je sais que tu as fait une émission spéciale d'ailleurs sur Oui, on a tourné cette semaine une émission spéciale qu'on a reçu 3 artistes qui vont faire partie de la programmation. Donc, Festival Diapason qui va avoir lieu du 6 au 9 juillet à Sainte-Rose, entièrement gratuit. Plus d'une trentaine d'artistes sur 7 scènes vont se produire, dont Bernard Adamus, Fred Fortin, Soun, Chocolat, The Great Novel, Dulux. C'est comme ça? Oui, les Dulux, oui. C'est ça. Ah, je l'ai fait en anglais. Les Dulux. Les Dulux. Mais c'est sûr qu'à l'international, ils disent les Dulux. Internationally, we say Dulux. Exactement. Fait que, regarde, t'es pas trompé. T'es pas super. Mais de toute façon, Laval est rendu international, on le sait. Fait que, regarde, pourquoi pas le mettre en anglais. Mais ce que je veux aussi apporter par ce magnifique festival qui célèbre d'ailleurs les artistes, disons, plus émergents ou les artistes établis, mais d'une scène un petit peu plus champ-gauche depuis quelques années. Plus indépendante. C'est aussi par le fait même, mais il y a eu
petite polémique en marge de l'annonce de la programmation de cela quelques semaines. Il y a Ariane Moffat, notamment, Catherine Durand, une autre artiste établie sur la scène musicale depuis plusieurs années, qui sont sortis en pointant un peu du doigt le Festival Diapason, en mentionnant qu'il y avait peu de femmes et d'artistes féminines, d'artistes féminins dans la programmation de cette année. Mais je pense qu'ils se sont un peu servis du modèle du Festival Diapason pour un peu pointer du doigt toutes les programmations des festivals à travers le Québec. À ce niveau-là, je voudrais pas mettre des mots dans leur bouche, parce que est-ce que c'est de pointer un festival ou tous les festivals par le biais d'un seul? Moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que toute programmation, on peut trouver des bébites. C'est sûr que si je regarde le festival de jazz, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui sont bookés là-dessus. Est-ce que c'est parce que on vit dans une société machiste? Je ne crois pas. Je crois que c'est juste une programmation que selon il faut que tu aies aussi, selon l'actualité. Ce que je veux dire, c'est que si ça peut arriver qu'une année, il y ait en pourcentage plus d'artistes qui lancent d'albums et que ce soit des artistes ou des groupes masculins. Ça peut arriver. Et quand je regarde aussi dans l'ère du temps où on est présentement, si je fais un peu l'amalgame de tous les artistes québécois, je remarque que les frontmen, je vais me permettre l'expression espagnole, les band leaders. Il y a plus d'hommes qui sont des frontmen et qui sont les têtes d'affiche de... Ça a toujours été. Si on prend les années 50, c'était dominé par les mecs, les années 60, les années 70, de toute époque, c'était comme ça. Mais ça n'enlève pas la qualité de nos artistes québécois. Et c'est sûr qu'une artiste comme Ariane Moffat, elle a fait un peu figure je dirais, tu sais, un peu de porte-parole pour une génération d'artistes, de filles, de femmes aussi qui sont très engagée. On la voit beaucoup. C'est sûr que c'est une artiste qui est établie. Sa parole porte très loin. J'ai pas lu ses mots, ses dires directement. J'ai pas assisté à ces mots non plus. Donc, il y a plusieurs interprétations possibles. C'est sûr que vouloir faire 50-50, ça serait idéalement ça. Mais en même temps, c'est pas quelque chose que je crois qui est toujours possible, parce que comme tu le dis, dans l'ère du temps, on est dans une période où est-ce que les lumberjacks sont très populaires. Les gros barbus avec les guitares, puis on revient aux sources, là, c'est très populaire. C'est une question de contexte aussi. C'est que si tu essaies... Tu sais, il y a plusieurs festivals l'été au Québec. Les programmations, souvent, on a, selon une question de territoire, on a une entente d'exclusivité avec un artiste. Il ne peut pas, dans un autre rayon, aller dans un autre festival. Conflit d'horaire aussi. Tu auras beau vouloir Ariane, ben, peut-être qu'Ariane, cette soirée-là, elle est bookée ailleurs. Et voilà. Alors il y a tous des choses comme ça qui entrent en ligne de compte. Puis je voulais un peu tempérer un peu les propos qui avaient été mis contre le Festival Diapason. C'est important parce que c'est facile. C'est un beau festival. C'est facile de pointer du doigt quelques organisations que ce soit, mais pour avoir travaillé avec Diapason dans les dernières semaines pour organiser l'émission spéciale, j'ai rencontré toute l'équipe, puis juste pour faire mentir, c'est toutes des filles qui sont sur l'équipe. C'est pas parce qu'il y a un côté machiste ou de quoi, c'est vraiment des passionnés de musique qui veulent mettre d'avant-plan de la bonne musique, et puis la sélection d'artistes qu'ils avaient accès, qui était libre, ben c'était ça. Donc, mais festivaldiapason.com, si vous voulez savoir la programmation complète. C'est à voir. C'est à voir. Et c'est un groupe, ça, qui atteint la parité. À 50-50. Et voilà. Lydia et Sébastien. Tout à fait. On les adore. On les aime beaucoup. Et parle-moi-en, justement. Toi, je pense que tu les connais un peu personnellement. Oui. Ben moi, j'ai grandi avec Sébastien. C'était mon voisin de quelques rues. Adolescent, ton bro. C'était mon bro. C'est mon grand frère. Salut, Seb. Fait que c'est sûr que c'est un gars de Laval. Moi, je suis une fille de Laval. On a grandi à Saint-François. Il travaille au dépanneur. On allait à la même école. Il me voit une fois arriver d'une pratique avec ma guitare. Il dit « Hey, tu joues de la guitare? Viens me voir, je travaille au dépanneur. On va jaser de guitare. » Et Dieu sait que j'aime ça parler de guitare. Donc, et voilà. Une amitié est née. Et voilà. Et puis, c'est parce que tu nous en parles, parce qu'il y aura une émission aussi spéciale plus tard cet été. Toi, parce que tu t'en vas un peu les suivre là, à l'international. Parce que c'est un groupe international, il faut maintenant le dire comme ça. Il faut maintenant le dire comme ça. Au Québec, ils ont eu un bon succès avec... Quand t'es pas là. Quand t'es pas là, Printemps heureux, Pleure pas pour ça, qui a joué beaucoup sur les radios. Tu peux sûrement m'en parler. T'es directeur musical, donc les oreilles en chou-fleur, tu les as. Ah, je les ai, effectivement. Mais ils ont le sens, tu sais, quand on parle, puis peut-être pour l'exprimer un petit peu aux gens qui nous écoutent, c'est qu'ils ont le sens du hook. Donc, ils savent repérer des bonnes mélodies et construire de bons textes. C'est simple comme structure, mais c'est efficace. Et voilà. Et c'est toujours d'ailleurs ensoleillé. Un son qui est folk, pop,
qui est facile d'accès. Alors, moi, je pense que les gens doivent aller prêter oreille. Tout à fait, mais ils ont probablement déjà entendu, parce que c'est rare de se promener dans un centre d'achat de nos jours et ou de une pharmacie. Ou une pharmacie ou un bureau de médecin et de ne pas les entendre parce qu'on les entend beaucoup sur les zones francophones. Et puis, leur nouvel extrait est anglophone, donc You Talk Too Much, vidéo formidable. Faut aller sur leur page Facebook, Lydia et Sébastien. Allez voir ça, c'est merveilleusement beau. Et tu disais, oui, ensoleillé, ces gens-là, c'est des globetrotters. Moi, depuis que je les connais, ils font le tour du monde. Et puis, oui, on va faire une émission spéciale sur eux qui va couvrir Québec, France, Tahiti, Maroc, Portugal, Espagne et Bora Bora. Quand même, hein? Quand on ne recule devant rien pour rendre international. On ne recule devant rien. On prend le jet privé de TVRL et on s'en va se prendre... Non, c'est une blague. C'est à nos frais. Ça mène dessus. Donc, moi, je vais les suivre au Portugal et en Espagne le mois prochain. Donc, pendant mes vacances, on va travailler un petit peu, puis je vais aller jouer de la musique avec mes amis. Bon séjour. Rapporte-nous de belles images. Certainement. Puis, mais avec Lydia et Sébastien aussi. dessus, ça va être merveilleusement beau. C'est sûr qu'avec surtout Lydia, ça va être beau comme image. Ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Hey, je te dis un grand merci. Puis je veux que tu me rapportes des images aussi, pas juste pour l'émission spéciale, mais pour ici dans TV Laval Nouvelle. Ça va me faire plaisir. Parce que, évidemment, un Lavallois qui brille à l'international, on veut faire un compte rendu, on veut partager. Merci à toi. Bon été. Merci. Bye. 14 constats d'infraction totalisant 6 500 $. 3 salons de massage en infraction à Laval. C'est le service de police de Laval qui a annoncé dernièrement avoir émis 14 constats d'infraction totalisant 6 500 $ à 3 salons de massage qui œuvrent dans la municipalité au cours du dernier week-end. Dans le cadre d'une campagne planifiée visant principalement l'exploitation sexuelle de mineurs, les policiers de la section alcool-tabac ont visité 3 salons de massage et 6 bars de danseuses lavallois. Le Sexpert, le Salon Bleu, les DS, le Modernic, le Lavallois et le BBW. Bien qu'aucune personne d'âge mineur n'ait été trouvée à l'intérieur des 9 endroits visités, les 3 salons de massage étaient en infraction. Les constats sont surtout liés au permis de pratique et au code vestimentaire non conforme en vertu de la réglementation municipale. L'équipe Equinox a été créée afin de participer au comité de prévention jeunesse en exploitation sexuelle mis sur pied, c'était en 2016, par le ministère de la Sécurité publique. Elle va également contrer le crime organisé et tous les phénomènes de violence, de drogue, de proxénétisme, d'armes, de fraude et de contrebande. Les 7 policiers lavallois qui forment Equinox ont procédé à 325 arrestations depuis sa création, dont 68 depuis le début de l'année 2017. Agressé en plein autobus, recherché pour avoir tenté d'ailleurs d'embrasser une femme de force. Explication et précision, c'est la police de Laval qui a diffusé le portrait robot d'un individu qui aurait tenté d'embrasser une femme de force il y a un mois dans un autobus de la Société de transport de Laval. Les événements remontent au 15 mai vers 19h30. La victime se trouvait à bord d'un autobus qui venait de quitter la station de métro Côte-Vertu à Montréal. Assis à l'arrière, le suspect se serait alors mis à fixer la victime du regard avant de se diriger vers elle. Il aurait tenu des propos déplacés et aurait ensuite essayé de l'embrasser sur la bouche. La victime aurait toutefois réussi à le repousser avec l'aide d'un autre passager. L'agresseur s'est ensuite déplacé vers le centre de l'autobus et il est descendu à l'intersection du boulevard Lévesque et de la 73e avenue dans le quartier Chomedey. Le suspect recherché serait dans la mi-quarantaine, il mesurait 5 pieds 7 pouces et pèserait environ 176 livres. Toute information au sujet de cet individu peut être transmise aux policiers en téléphonant au 450-662-INFO ou bien directement le 911. Un homme poignardé à la bibliothèque Germaine Guévremont. C'est à Duvernay, 2 groupes de jeunes qui en sont venus au coup en début de soirée le 14 juin autour de la bibliothèque Germaine Guévremont, qui est située sur le boulevard de la Concorde-Est, alors qu'un jeune homme de 18 ans a reçu un coup de couteau au haut du corps. Les policiers se sont rendus sur place et un périmètre de sécurité a été installé peu après 18h30. Et c'est en tentant de séparer 2 individus qui se battaient que la victime aurait été poignardée. Le jeune homme a été transporté à l'hôpital, mais en n'a jamais cru pour sa vie, l'affirmé Franco Di Genova, porte-parole de la police de Laval. Le motif de la querelle ayant dégénéré d'abord en bagarre puis en agression armée n'est pas toujours connu des policiers. Des enquêteurs ont rencontré certains des jeunes impliqués dans l'affaire, principalement des amis de la victime, pour tenter d'élucider cette histoire. Un homme électrisé en peinturant son mur extérieur, évidemment avec les travaux extérieurs qui vont se propager avec de plus en plus d'ampleur cet été. Soyez prudents. Précision sur l'histoire à Fabreville, enlevant une partie de la prise électrique extérieure de sa résidence située rue Hortense, près de la rue Édith,
Afin de repeindre le revêtement d'un mur, un citoyen s'est électrisé le 15 juin. L'homme a été transporté en centre hospitalier pour assurer son état de santé. On ne craignait aucunement pour sa vie. C'est en voulant protéger la prise de la peinture en y insérant une spatule métallique que la victime a provoqué un court-circuit et un début d'incendie. L'appel a été logé au 911 et a été fait à 16h28 et la première de 4 unités du service de sécurité incendie de Laval, soit 12 pompiers, est arrivée sur les lieux 6 minutes plus tard. Les sapeurs ont rapidement contrôlé la situation après avoir exploré le mur extérieur de la demeure. Les dommages sont quand même évalués à 8 000 $. Il est vraiment important de toujours fermer le disjoncteur du panneau électrique quand on travaille près d'une source de courant, a rappelé Michel Saint-Jean, qui est chef aux opérations du service de sécurité incendie de Laval. Perquisition et arrestation dans Duvernay. La police de Laval qui a mené une perquisition dans une résidence de la rue Rivard, près des boulevards d'Auteuil et Saint-Martin-Est, dans la matinée du 15 juin. 4 personnes ont été arrêtées, soit 3 hommes et une femme âgée entre 27 et 32 ans. Les enquêteurs interrogent d'ailleurs toujours le quatuor soupçonné d'être impliqué dans le trafic de stupéfiants, plus spécifiquement la cocaïne. Mère et fille à la rue après des travaux de toiture. C'est à Sainte-Rose. 2 citoyennes devront être relogées temporairement après un incendie ayant causé d'importants dommages, une valeur de 130 000 $. Principalement d'ailleurs à la toiture de leur résidence située sur la rue Bertrand, près du boulevard Sainte-Rose. C'est vers 18h30 le 14 juin qu'un voisin a aperçu la fumée sortir du toit de ce bâtiment résidentiel de 2 étages jumelés. Il a aussitôt contacté le 911, les policiers d'ailleurs et pompiers se pointant sur les lieux. Quelques minutes plus tard, 3 personnes habitant à côté venaient d'évacuer leur propre demeure par prévention. Et en raison de la chaleur, ce sont 8 unités, soit 27 hommes, qui se sont relayés pour finalement maîtriser les flammes, soit quelques minutes plus tard, à 19h35. On a dû arracher une partie du toit, de confier Christian Grandmaison, chef aux opérations du service de sécurité incendie de Laval. Et parfois, lors de travaux de toiture effectués dans la journée, des membranes sont chauffées à la torche pour bien coller au toit. Ça peut représenter donc un risque. L'eau et l'exploration ont également causé des dommages, dont les 30 000 $ au contenu de la résidence. Ça vient tout juste d'être inauguré, de cela quelques temps. Et puis, je suis très content de pouvoir vous faire découvrir de jeunes entrepreneurs ici de la grande région lavalloise. Et ce sont Julien Loiseau et Richard Gianta qui ont développé un modèle d'affaires, puis aussi vraiment une entreprise qui a le vent dans les voiles. L'entreprise, peut-être que vous avez entendu parler, la boîte maraîchère, vous l'avez peut-être vue sur la route en passant devant sur la montée Saint-François ici à Laval. Donc, deux jeunes entrepreneurs que j'ai le bonheur de pouvoir vous présenter. Julien Loiseau et Richard Gianta. Donc, bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je stipulais justement dans l'introduction que votre entreprise, la boîte maraîchère, et c'est tout nouveau. Bon, ça vient d'être inauguré. Plusieurs temps que vous travaillez là-dessus, par exemple. On inaugure, mais ça fait plusieurs mois, plusieurs années. J'imagine que c'est dans votre tête, ce projet-là? Bien, en fait, on veut révolutionner le monde de l'agriculture, donc proposer un nouvel modèle de production. Bien, ça a tout démarré, en fait, au mois de janvier 2016. Ma conjointe nous a envoyé un petit vidéo, et puis c'est un container de 2 jeunes entrepreneurs qui ont acquis. Puis suite à ça, bien, j'ai dit à la blague, j'en veux un. Fait que j'ai par la suite contacté Julien pour le consulter sur le projet parce que j'avais commencé à regarder si c'était quelque chose de viable. Mais j'avais besoin de, naturellement, quelqu'un que je pouvais me fier dessus. Puis il y avait pour les finances, puis pour le côté plus... Non, en fait, c'est moi finance, moi c'est finance, développement d'affaires. Puis Julien, lui, c'est vraiment celui qui a le pouce vert. C'est celui qui a formation en agronomie, puis il a plus de 12 ans d'expérience là-dedans. Donc, j'avais besoin de quelqu'un que je connaissais, que je pouvais me fier dessus. Donc, j'ai contacté Julien, puis ça a donné super bien parce qu'il venait de donner sa démission au cercle Sagami-Savoie. Donc, ça l'a amené un pool là-dessus. Puis là, quand il a regardé le projet, bien, lui, il planchait déjà sur un projet semblable. Similaire. Fait que la question est venue naturellement. Et puis, je veux que vous me parliez aussi de votre concept, parce que non seulement le modèle d'affaires, mais aussi votre démarche. Et vraiment, c'est un projet innovateur, votre entreprise, là. Oui, exactement. Donc, nous, on a pris les conteneurs qu'on a recyclés, puis on les a aménagés, on les a mis ensemble de façon modulaire pour créer un complexe où est-ce que chacune des opérations est optimisée. C'est comme une serre, un mini-serre? Oui, mais très inspiré des serres, de mon expérience. Donc, c'est sûr que je me suis grandement basé sur ce qui se faisait en serre, mais après ça, j'ai tout
comprimé, on a tout adapté pour faire en sorte que nos produits ont la plus grande fraîcheur, sont sortis plus rapidement avec le moindre coût d'énergie et surtout l'économie en eau. Le premier complexe, en ce moment, on n'aime pas raccorder encore au réseau de la ville. On se livrait notre eau. Donc, le but, c'était de prouver qu'on était capable de faire une production de 12 à 15 000 plants par semaine avec l'utilisation d'eau d'à peu près une maisonnée de 3 personnes. OK, donc c'est sur le plan environnemental également, votre projet est vraiment important. L'économie aussi, puis pour vous, l'économie également, pour être rentable à court terme pour une entreprise, on sait que ça prend quelques années souvent, mais avec ce projet-là, ça vous donne quelques munitions pour assurer la rentabilité à court terme de votre projet et de tout ça. Puis est-ce que justement, ce résultat-là, qui est un peu différent de Anser, comme on connaît, là, comme tout le monde a déjà vu par exemple, est-ce que ça assure une meilleure fraîcheur des produits, des légumes et des fruits que vous produisez, par exemple? Mais surtout une croissance stable. La fraîcheur vient surtout avec le cercle de distribution. Si ça arrive du Mexique, puis ça vient d'arriver, c'est certain que le produit ne sera pas aussi frais que quelque chose qu'on a pris, puis qu'on récolte le matin, puis dans le soir, ça peut être dans l'assiette du client. Donc, mais pour arriver à maturité, disons, pour un plant, c'est plus rapide peut-être, par exemple? C'est stable. La lumière est stable, la durée des journées est stable, la température va l'être, l'irrigation aussi. Donc, ça fait en sorte que on serait capable de fournir un prix à l'année même à cause de ça. Bien, c'est ça. Et là, votre défi, c'est d'assurer d'avoir 365 jours par année les légumes et les fruits ici produits en terrain Lavallois, en sol Lavallois. Quelles sont un peu vos variétés là, que vous produisez là, de fruits et légumes? Principalement, dans les légumes feuilles, on parle de fines herbes, on parle de salade. C'est ce qu'on fait actuellement parce que c'est ce qui s'adapte le mieux à l'agriculture verticale. Mais on est en train de développer la fraise et les champignons aussi. OK. OK, intéressant. Puis est-ce que c'est d'être distribué en supermarché? Est-ce que c'est une portée internationale? Parlez-moi un peu de tout ça. En fait, faut savoir qu'il y a 3 types de clients. Il y a le client qui est indirect, qui va être le consommateur au bout de la ligne. Donc, localement, on parle de distribution à travers soit des grandes chaînes, ou ça peut être aussi à travers les restaurants. Maintenant, il y a un 3e volet au niveau des clients qu'on a, parce que nous, pour justement aller chercher une croissance continue, on ne peut pas répondre à la demande qui existe parce qu'on sait qu'il y a 70 des produits qui sont importés. Donc, conséquemment, on offre un projet investisseur où est-ce que les gens achètent un complexe et puis ils sont en mesure de nous laisser la production et les ventes. La gestion et tout ça. Et nous, on leur donne naturellement les fruits de ce complexe-là. Est-ce que ça peut être une entreprise, par exemple, l'entreprise qui œuvre dans un domaine qui peut polluer un petit peu et qui veut avoir un côté vert, disons-le? Absolument. Ça peut être ça, donc? Tout à fait, tout à fait. Comme quelqu'un qui a l'ambition dans sa cour chez eux de faire un tournant vert sur son terrain, il y a de l'espace. Ça peut être n'importe quoi, là. En fait, faut comprendre qu'il y a 3 types de clients qui peuvent acheter ça. Le premier client, c'est il s'installe sur le PDZA de Laval, donc juste à côté de chez nous. On s'occupe de la production, on s'occupe des ventes. Le 2e type de client, c'est sur une terre X en proximité. Et puis, nous, on s'occupe des ventes. La production va être laissée à cette personne-là. Et la 3e option, c'est un territoire éloigné ou un pays éloigné. Donc, sur le plan international. Exactement, avec un climat hostile. Donc, on peut penser au Grand Nord. On peut penser aussi à des pays d'Afrique qui ont un climat qui est plus dur. Aride, sécheresse, des fois. Tout à fait. Puis, avec une salade qui coûte, exemple, à Coudjouac, 12 $ le pied, bien ici, il pourrait payer le complexe en l'espace de 2 mois et demi à 6 mois, dépendamment de ce qu'ils veulent faire. Donc, faible coût, puis également, c'est non négligeable, surtout de nos jours, le fait que le transport ne se fera pas parce qu'il est dans la cour là-bas. Exact. Donc, on laisse moins d'empreintes sur le transport de cette marchandise-là. Exactement. Sur l'environnement. Et là, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais pour le consommateur là, qui nous écoute présentement, là, pour lui, là, pour retrouver vos produits, dans combien de temps ou à quel endroit on peut le faire ou on peut se les procurer finalement? Bien, en ce moment, en fait, on est en négociation avec, je ne peux pas la nommer, une des grandes chaînes et aussi supermarché. Il va y avoir des choses qui vont être faites directement avec certains supermarchés, mais je ne peux pas vous donner, il faudrait nous suivre sur Facebook, en fait, pour vous dire où est-ce que ça va être distribué. On a
aussi 2 distributeurs de restaurants qui sont très intéressés, puis des restaurateurs aussi qui sont intéressés à tout ça. Donc, très intéressant. Puis on peut surveiller tout ça sur votre page Facebook. Tout est déjà d'ailleurs indiqué maintenant à l'heure où les gens nous écoutent. Merci d'être venu nous en parler. Puis peut-être aller visiter vos installations. Moi, je pense que, je ne sais pas si le public peut y aller. Là, je ne veux pas non plus dire quelque chose. Il faut faire attention. On peut prendre des rendez-vous. On prend des rendez-vous. Des possibilités, oui. Mais peut-être voir un peu vos installations qui sont innovatrices. Puis qui c'est lui le grand chef qui décide pour la production. Alors, bon, en tout cas, à tout le monde, on entre en contact avec vous sur votre page Facebook, La Boîte Maraîchère, cette entreprise de chez nous qui a lieu évidemment Pignon-sur-Rue, Montée, Saint-François à Laval. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci. C'est un dossier auquel on vous a tenu au courant au cours des derniers mois à TV Laval Nouvelles et une première collecte de sang qui est réussie en mémoire de Matthew Schrendorfer. Décédé du cancer en février, Matthew Schrendorfer, qui s'est battu bec et ongle pour recouvrer la santé tout en voulant améliorer les soins offerts à d'autres patients, était dans les pensées de bien des gens et continue de l'être d'ailleurs, mais précisément le 5 juin lors d'une première collecte de sang en sa mémoire. C'est dans le gymnase de l'école Twin Oaks à Fabreville que 200 personnes ont défilé pour participer à la collecte. Le dernier donneur qui, d'ailleurs, permettait d'atteindre l'objectif de la journée s'étant présenté sur le coup de 19h59. Au départ, nous pensions accueillir une 60aine de personnes, a confié Stéphanie, la sœur de Matthew, et enseignante en 2e année à l'établissement de la rue Lisanne. Mais à Twin Oaks, nous sommes une grande famille, alors des parents, des professeurs et des membres du personnel ont tous donné du sang. Et d'ailleurs, les organisateurs ont également célébré le fait que 70 personnes en étaient à leur premier don de vie. Emma Québec nous a dit que c'était rare, a ajouté d'ailleurs la jeune femme, confirmant du même souffle que la collecte deviendrait un événement annuel à Twin Oaks. Et durant la bataille de Matthew Schrendorfer contre la leucémie aiguë lymphoblastique qu'il a combattue de l'été 2014 jusqu'à sa mort, sa sœur a pu compter sur le support de ses collègues de travail. Il y a eu plusieurs collectes de fonds, rappelle Stéphanie. 2 enseignantes, Mandy Lamoureux et Karen Stoddart, ont d'ailleurs lancé l'idée de cette collecte de sang afin d'honorer Matthew, dont l'histoire en a touché plusieurs, comme en témoignent les milliers de dollars que le Lavallois avait reçus de généreux donateurs, afin de défrayer d'ailleurs les coûts de traitement aux États-Unis pour combattre sa maladie. Elle voulait que ce soit une surprise pour la famille, conclut Stéphanie Schrendorfer. Une autre activité bénéfice, un tournoi qui rapporte 19 000 $. La 5e édition du tournoi de golf bénéfice de Dira Laval a connu un très beau succès le 5 juin avec des profits de 19 000 $. Le regroupement dédié aux aînés victimes de maltraitance et d'abus avait convié les gens sur les allées du club de golf Le Versant à Terrebonne. Sur la photo, d'ailleurs, on reconnaît Francine Côté-Demers, Jacques Daou, Martine Turgeon, France Daou, Denise Bélan, Pierre Bouchard, président d'honneur de l'événement, et Michel Demers. Le C4 de Laval garde son titre de championne canadienne. La troupe C4 de l'école de danse lavalloise Rebelle et Vagabond a récemment remporté la compétition du Canada Hip Hop Dance Championship qui se déroulait à Ottawa. C'est la 2e compétition de danse d'envergure que la troupe remporte cette année, d'ailleurs. Et la C4 est composée de 5 jeunes femmes. Elles se sont entraînées pendant plusieurs mois en vue de cet événement où les meilleurs groupes canadiens se sont affrontés. Étant championne canadienne en 2016, les Lavalloises étaient les adversaires à battre cette année, d'ailleurs. Et la compétition a été féroce d'affirmer, explique Éric Martel, directeur général de Rebelle et Vagabond. On a eu droit à du gros calibre et notre troupe s'est surpassée. Ayant fini 8e au monde l'année dernière, la C4 a déjà commencé à se préparer pour le championnat mondial qui, cette année, se déroulera à Phoenix, en Arizona. Près de 4 000 danseurs en provenance de 50 pays ont rendez-vous dans cette ville américaine. C'est du 4 au 12 août. Premier exploit d'ailleurs, en mai, la troupe C4 avait gagné le World of Dance Montréal. Notons ainsi qu'en juillet, la C4 sera accompagnée d'un autre groupe de l'école, de Goodfellas, ayant déjà décroché la 2e place à Pasadena, en Californie, lors des finales du World of Dance. La C4 représentera la région de Laval et le Canada lors de ces 2 compétitions internationales de danse. 170 000 $ pour le Conseil régional de la culture. Après 3 ans de démarches, le Conseil général de la culture de Laval obtient finalement une aide financière de 170 000 $ du gouvernement du Québec afin de soutenir son travail de mobilisation et d'animation pour stimuler un renouveau culturel dans la région lavalloise. L'organisme lavallois était le seul conseil régional de la culture à ne recevoir aucun financement de la part du ministère de la Culture et des Communications dans la province. Historique de la région, le 9 juin, devant une trentaine d'intervenants du milieu rassemblés dans le foyer de la salle André-Mathieu. Les Lavallois ne sont pas des citoyens de seconde classe et ont droit à des services culturels de qualité. Nous savons que vos demandes remontent
à très longtemps de continuer Francine Charbonneau, ministre responsable de la région de Laval. Vous avez aujourd'hui un début d'espoir pour faire émerger la créativité. Ça prend aussi cette essence qu'est l'argent. Souhait donc réalisé. Le 29 mai, une quarantaine de professionnels du secteur culturel lavallois s'étaient donné rendez-vous au Centre Arminien pour l'Assemblée générale annuelle du CRCL, venant de fêter ses 2 ans d'existence. Inquiets, ceux-ci avaient notamment voté une motion demandant l'appui défaillant jusqu'à aujourd'hui du MCC. Ça fait longtemps qu'on voulait un conseil régional à Laval, a lancé la présidente du CRCL, Sylvie Lessard, encore sous le choc de la somme obtenue. C'est un véhicule essentiel pour doter Laval d'une signature identitaire en culture. Cette aide financière pose des assises solides pour notre organisation et permettra une vision à long terme. Mme Lessard n'a pas manqué de saluer le travail de l'équipe du CRCL menée par Marianne Coineau, sa directrice générale. L'annonce d'ailleurs tombée à point est en fait la veille du sommet de la culture où sera dévoilé d'ailleurs le diagnostic culturel dressé par le Conseil. Et pour dessiner l'ensemble de l'avenir culturel de Laval, pour identifier les actions à entreprendre ces prochaines années, finalement, nous donner une feuille de route commune. Il était primordial de recenser au préalable les ressources du territoire et surtout de documenter l'état de situation, avait d'ailleurs tenu à mentionner Marianne Coineau lors de l'Assemblée du 29 mai dernier. Et jusqu'à présent, le secteur culturel ne disposait pas d'un tel diagnostic. Après la fête nationale, autre congé, autre moment pour célébrer le pays, cette fois-là le Canada, donc la fête de la Confédération, qui a une connotation différente cette année parce que 150 ans de notre pays, très vaste pays, et dont on ne connaît peut-être pas encore non plus toutes les virgules et tous les bâtisseurs et ceux qui continuent d'ailleurs de rendre ce pays dynamique et aussi très admiré partout à travers le monde. Et puis j'ai l'occasion d'en parler avec monsieur donc Stéphane Guertin, qui est président de la boîte de communication Tandem Communication, qui eux chapeautent la fête ici du Canada, ici à Laval, célébration qui aura lieu d'ailleurs au Centre de la Nature. Monsieur Guertin, merci d'être là. Merci d'être avec nous. Et on est à quelques jours de cette fête de la Confédération. 150 ans. Et cette année, je pense que vous avez voulu, même si ça fait 150 ans, mais vous avez voulu comme renouveler, justement, les célébrations du 150 en fait, de la fête du Canada, finalement. Oui, c'est très bien dit. Effectivement, à l'époque, il y avait peut-être un peu plus de séquences avec une levée du drapeau, le gâteau, cérémonie protocolaire. Et effectivement, on a profité de l'occasion du 150e anniversaire pour faire prendre conscience aux gens qui ils appartiennent, ce bon pays, ce qu'il a créé dans le passé, où ils sont aujourd'hui, puis se propulser vers le futur. Alors, les gens vont pouvoir découvrir une espèce de salon immersif en continu qui va débuter à partir de 11h, effectivement, au Centre de la Nature, qui est le samedi, jusqu'à 22h30. C'est ça. Et quand on parle de ce village immersif, il y a plusieurs strates, il y a plusieurs, disons, choses que vous avez voulu mettre en évidence. Puis je voulais qu'on en parle un petit peu parce qu'il y aura 6 chapiteaux, là, finalement, aussi, pour le 150e également. Exactement. Ouais. Bon, le tout va commencer à partir de 11h avec une cérémonie protocolaire de départ. Et oui, les gens vont pouvoir se promener à travers le village qui va être en continu, des activités en continu, pour y découvrir, entre autres sur la culture, les arts, c'est la production. Fait que c'est les chapiteaux qui disent, bon, nous sommes producteurs, nous sommes pacificateurs, nous sommes créateurs. Les actions de certains bâtisseurs exactement. de l'histoire du Canada. Oui, fait que s'ils rentrent dans nous sommes pacificateurs, bon, mais il va y avoir aussi, autant en lecture, en atelier, ils vont pouvoir expérimenter qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de nous sommes pacificateurs. Dont notre présence des Forces armées canadiennes aux Nations unies, et ainsi de suite. Alors, c'est tout ça pendant la journée. Les gens peuvent poser des questions, peuvent se renseigner. Oui. On veut rendre ça, c'est sûr, bon, sur le plan éducatif, un peu pédagogique également. Et puis, est-ce qu'il y aura aussi, disons comme ça, place un peu disons, à Laval, peut-être aussi, on parle de l'histoire du Canada, mais aussi à l'histoire de l'île Jésus et des premiers bâtisseurs, de ceux qui ont fondé cette ville aussi? Écoutez, on n'ira pas trop dans le passé. Ouais. On va parler plus du présent et du futur. Du présent, puis on va se propulser vers le futur. Donc, on veut que les gens disent, bien, écoutez, vous faites partie de la légende, vous faites partie de ceux qui vont amener le Canada encore plus loin, parce qu'on a des très belles réalisations qu'il faut souligner. Ouais. Alors, ça va être ça. Ça va être vraiment ça. Donc... Jusqu'à
bien entendu, on va profiter de l'occasion pour la sermentation des nouveaux Canadiens. Ouais. Donc, de 11 h jusqu'à 13 h. 13 h, c'est une cérémonie très riche en émotions qui est la sermentation. Bien, on l'oublie, puis je veux qu'on prenne quelques secondes pour le préciser parce que le Canada, c'est un pays qui, de façon historique, avec Lester B. Pearson et depuis les 50-60 dernières années, a toujours été un chef de file pour accueillir les immigrants, pour puis aussi leur faire vivre ce que c'est une nouvelle terre d'accueil, les intégrer. Et ça, je trouve... Puis pour eux, c'est un grand moment d'être assermenté. Là. Tout à fait, tout à fait. Fait que c'est... Oui, vous avez bien raison. Puis c'est un moment riche en émotions. C'est qu'il faut... S'il y a une activité, entre autres, qu'il faudrait participer, c'est bien celle-là. À partir de 11 h, puis après rester pour la suite, jusqu'au spectacle, parce qu'après, on va célébrer. Mais oui, c'est très riche en émotions, très coloré. Alors, puis d'aller rencontrer ces nouveaux citoyens canadiens, ceux qui sont là depuis longtemps, ceux qui y habitent, qui sont... On est citoyens depuis longtemps. Aller rencontrer ces nouveaux résidents pour les accueillir de belle façon. Et là, on parle d'activités familiales aussi, là, pour toute la famille. Là. Oui, tout à fait. Alors, mais aussi, après la sermentation, il y a un partage collectif. Donc, il y a un gâteau qui va être partagé, le gâteau du Canada. Du Canada, oui. Alors, ça aussi, ça ne va pas manquer à partir de 2 heures. Donc, tout ça, 14 heures. Et oui, la famille peut arriver à 11 heures puis rester jusqu'à la fin, jusqu'au feu d'artifice qu'on va parler tantôt, parce qu'il y a des aires de pique-nique. Puis dans chaque zone, on est là aussi pour s'amuser. Donc, c'est autant pour les jeunes de 7 à 77 ans. C'est ça, donc, des jeux gonflables. Il y a des jeux gonflables qui sont par zone, donc thématisés. Fait que ils vont découvrir tout ça. Ah ouais. On invite les gens de 77 ans à aller dans les jeux gonflables avec les enfants de 7 ans. Tout à fait. Toujours une bonne occasion de pouvoir s'amuser. Et puis, on peut parler du volet spectacle parce que ça fait quand même partie des célébrations de toute fête nationale de tout pays. Vous avez quand même mis des artistes de chez nous qui seront en évidence lors de ce spectacle en soi. Oui, avec une mise en scène qui est spécialement conçue pour cette soirée-là. Alors, si on parle des artistes, il y a Dumas qui a ouvert, entre autres, les Francopholies. Oui. Et Danjou. Alors, Richard Danjou. Oui, qui était le leader pour ceux peut-être les placer Too Many Cooks. Exactement. Qui était un groupe très connu dans les années 90. Puis il revient avec un nouvel album ces jours-ci. Vous avez vraiment un beau duo d'artistes, vraiment. Là. Écoutez, j'ai une bonne équipe derrière moi. Là, je ne vais pas prendre de crédit. Mais oui, il y a une mise en scène qui est faite spécialement pour cette soirée-là. Et c'est le point culminant, les feux d'artifice. Oui, tout à fait. Alors... surprise encore cette année, vous allez voir pour la mise en scène des feux d'artifice. Oui, après le spectacle. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Parce que c'est dans les feux d'artifice, est-ce qu'il y aura une emphase mise sur le Canada? Il y a une emphase mise sur le Canada, oui. Alors, à découvrir sur place, mais c'est en lien avec... nous faisons partie de la légende, nous sommes tous légendaires, fait que c'est en lien avec tout ça. Bien, c'est à voir, parce qu'évidemment, vous l'avez dit, tous légendaires, c'est le thème cette année de cette fête, des célébrations, le 1er juillet prochain, évidemment, de la Confédération, 150 ans pour notre beau grand pays. Puis je vous invite à le découvrir, pas seulement que le 1er juillet, mais à le célébrer tout au long de l'été, parce qu'il y a plein de choses qui se passent pour le 150 ans, là, un peu partout dans chaque province, dont ici au Québec. Et puis, M. Stéphane Guertin, merci beaucoup d'être venu nous parler. Puis on vous souhaite une très belle fête du Canada. Merci à vous. Merci. Un grand ménage pour le Rousseau Royal Midget 3A. La porte d'ailleurs pour André Wilsey et Robert Plante Jr. Le conseil d'administration du Rousseau Royal de Laval-Montréal de la Ligue de hockey Midget 3A du Québec a décidé de prendre un nouveau virage et majeur en congédiant l'entraîneur-chef André Wilsey et le vice-président hockey Robert Plante Jr. Le directeur des opérations gouverneur du Rousseau Royal, Jean-Pierre Trudeau, a trouvé ces décisions déchirantes. C'est moi qui ai dû leur annoncer la mauvaise nouvelle. Ils étaient beaucoup plus que des confrères de travail. Nous sommes liés d'amitié au fil des ans. Nous avons décidé de nous lancer dans un processus d'auto-évaluation et de réflexion dans le but d'apporter les changements nécessaires à tous les niveaux de notre club, pouvait-on lire dans un communiqué. M. Plante déplore la façon cavalière dont il a appris la nouvelle. Au hockey, on est engagé pour être congédié. Je sais tout cela, mais j'aurais aimé l'apprendre d'une autre façon. Il n'a pas été surpris par son congédiement. Oui, ce fut un choc. Toutefois, je me doutais qu'il se tramait quelque chose. Il y avait beaucoup de réunions. Il déplore également avoir été congédié après avoir fait tout le travail en compagnie de son bon ami André Wilsey. Nous avons rencontré les parents au mois d'avril, préparé les invitations pour les camps d'entraînement, fait le hors-glace, retranché d'ailleurs les joueurs. Même son de cloche de la part de Wilsey qui aurait préféré une rencontre en personne plutôt qu'un appel téléphonique. C'est certain que je suis déçu. Le fait que nous avions complété le camp printanier, je ne pensais vraiment pas être limogé
projet, c'est la vie des entraîneurs. Au fil des ans, les deux hommes ont marqué l'histoire de la formation Midget 3 depuis sa nomination d'ailleurs en 2007-2008. Wilsey a dirigé plus de 400 matchs à la barre du Rousseau Royal et Wilsey et Bob Plante d'ailleurs junior qui a été associé durant 17 ans au Midget 3A ont mené l'équipe à 2 titres de championnat du classement général, 3 titres de la division CCM, 2 titres de série éliminatoire et 2 médailles de bronze au championnat canadien, la Coupe TELUS. M. Trudeau implantera dans les prochaines semaines la nouvelle vision adoptée pour le club. Je n'ai pas de nom en tête pour les remplacer. Nous aimerions trouver des candidats d'ici quelques jours, voire quelques semaines. Quand la Ligue doit étudier les candidatures, il faut faire vite. Le camp d'évaluation est prévu le 13 août et le nouvel entraîneur accueillera une quarantaine de hockeyeurs. Hockey Laval devra trouver plus de 1000 heures de glace. C'est un beau problème, hein? Avec la fermeture éventuelle de la grande glace du complexe sportif Guimont, les dirigeants de Hockey Laval sont dans l'eau bouillante et se retrouvent dans un véritable casse-tête. Ils devront trouver plus de 1000 heures de glace. S'il n'y a pas de revirement de situation, nous en manquerons pour la saison 2017-2018. Près de 275 parties ne seront pas jouées, affirme le président Michel Demers. Nous devrons en jouer à l'extérieur de Laval. Nous avons loué plus de 600 heures en pratique à Guimont l'an dernier. Et est-ce que nous allons devoir utiliser une glace pour les pratiques avec 3 équipes? Enchaîne-t-il avec découragement? Malgré l'ouverture des 2 patinoires communautaires de la Place Belle, l'organisme sportif est toujours à la recherche de glace. Il ne faut pas oublier la fermeture pour rénovation de l'aréna Heartland Monahan jusqu'en décembre et celle de Mike Bossy en 2018. Afin d'être plus rentable, la famille Guimont aurait décidé de changer sa vocation en transformant sa grande patinoire en entrepôt frigorifique, alors que les 2 petites patinoires accueillaient encore les hockeyeurs. Michel Demers admet que ses bénévoles ont multiplié les démarches pour faire l'acquisition du complexe Guimont sans grand succès. Nous avons remis le tout entre les mains de la Ville. J'espère que les négociations sont toujours en cours. Toute l'équipe de Hockey Laval est en mode réflexion. Nous cherchons des solutions à nos problèmes. Nous sommes déjà à nos tables à dessin. C'est loin d'être simple. Rappelons que Hockey Québec et Hockey Laval finalement ont déménagé ses pénates le 14 juin. Nous avons reçu d'ailleurs un avis de déménagement. Et par chance, la Ville nous a relocalisés. Nous ne sommes pas à la rue, termine Michel Demers. Les bureaux administratifs sont donc localisés au 915 avenue Bois-de-Boulogne, au coin de la rue de Touraine. Claudio Napoleoni sera la voix du Rocket. Les amateurs de hockey et le Rocket de Laval ont opté pour Claudio Napoleoni pour être l'annonceur maison des matchs de la nouvelle formation de la Ligue américaine de hockey à la Place Belle. Plus de 5000 personnes ont voté pour lui. Il annoncera donc les buts et les pénalités du club école des Canadiens et de leurs visiteurs dès le 6 octobre, jour du match inaugural. J'ai toujours cru en mes chances, même si je n'ai pas un grand réseau de contacts, lance humblement le vainqueur du concours. J'avais une stratégie et je me suis donné à fond dans cette aventure en faisant du porte-à-porte. J'étais dans la piscine quand Vincent Lucier, président de la Place Belle, m'a annoncé la bonne nouvelle. Enchaîne-t-il lors d'un appel téléphonique. Il me l'a dit aussi immédiatement que j'avais gagné. Quand il m'a signifié d'être prêt le 6 octobre, je ne touchais plus au fond de la piscine. Michel Lacroix, la voix du tricolore depuis plusieurs décennies, a remis un chandail du Rocket au gagnant avant de se diriger derrière le banc des pénalités et signer l'entente d'une saison le 13 juin. Il y a une dizaine d'années, Claudio avait rencontré Michel Lacroix au Centre Bell lors d'une journée avec les enfants et les joueurs des Canadiens de Montréal. Il lui avait alors dit sans prétention qu'il aimerait un jour avoir le poste d'annonceur des Canadiens. Il a dit qu'il me le souhaitait. Ce que j'ai retenu de notre conversation, c'est qu'il a insisté sur le fait d'avoir du plaisir. C'est ce que je vais faire d'ailleurs à la barre du Rocket. Claudio avait le numéro 9 parmi les candidats, soit celui de Maurice Richard. Est-ce que cela lui a porté chance? Je pense que oui, selon ses dires d'ailleurs. Le numéro 9 était sans doute un numéro de prédilection. Plus de 300 personnes avaient posé leur candidature, alors que 4 finalistes ont été retenus. Outre le gagnant, Guy Aubry, légende de la radio, Charles-Étienne Auger et Frédéric Abagie étaient les autres finalistes. Michel Lacroix a passé les auditions au Quatuor, qui devait d'ailleurs annoncer un but et le choix des 3 étoiles. Narrateur de profession, il croit que de présenter sa candidature pour ce poste est un parcours essentiel pour arriver à réaliser son rêve, devenir annonceur aux Jeux olympiques. C'est un film qu'on a vu, moi et notre chroniqueur, en cinéma
émérite, Nicolas Vincent Poirier. Salut! Salut! On parle de Cars 3, Oui. les bagnoles 3. Je me sentais louche, je dois dire ça, dans la salle obscure en fin de semaine, entouré de jeunes et moi, tout seul. Tu fitais pas dans le Non, décor, non, dans t'étais le décor. le plus vieux de la salle. Ou en quelque Avec sorte, les parents, là, ouais. les parents, évidemment, mais moi, j'avais pas d'enfant, fait que j'étais comme là pour le film, mais évidemment, parce que je suis un adepte depuis déjà le jour 1 de cette trilogie. Et c'est probablement, d'ailleurs, le plus grand succès de Pixar sur le fait qu'ils ont vendu des produits dérivés. C'est une machine à imprimer d'argent, cette franchise-là. Là. Entre 2006 et 2011, Cars a fait 10 milliards de dollars en produits dérivés. Ils ont vendu pour 10 milliards de dollars en produits dérivés. Écoute, c'est énorme, c'est un record. Et moi, je te dirais que Cars... moi, je pense que c'est comme une grosse publicité. Juste pour rappeler aux gens, Ouais. hey, tous les jouets que vous achetez, ça vient de là. Continuez c'est à... ça. Et c'est peut-être d'ailleurs cet élan de motivation qui a donné à Pixar le goût d'en faire un troisième, parce que justement, tu continues dans le temps la pertinence de Flash McQueen, de ses produits dérivés. Tu ravives l'intérêt auprès des jeunes. Donc, parce que quand on regarde ce volet 3, c'est probablement le moins bon entre les deux premiers également. Là, je te dirais que le pire, selon moi et beaucoup de gens, ça reste le deuxième. Parce que, bon, le premier, c'était nouveau, Cars, en 2006, et ça a très bien marché. Ça a fait 460 millions à travers le monde. C'était drôle. C'était drôle, c'était bien fait. Le premier, c'est celui que j'ai le plus apprécié, moi aussi, disons. énormément. Le deuxième, et c'est normal, ce que Pixar a décidé de faire, c'est d'y aller un peu plus international, de faire une intrigue plus internationale. C'est une bonne chose parce qu'encore une fois, quand le film est sorti, les 10 milliards en produits dérivés avaient déjà eu lieu. Donc, tu sais, on veut peut-être pousser plus ça à l'international Exact. parce que le premier, c'est vraiment basé sur la culture américaine, la route 66, Les etc. voitures de NASCAR et compagnie. C'est ça. Donc, c'est normal que pour le deuxième, on veuille accrocher beaucoup plus de gens à travers le monde parce que, imagine, le marché cap du milliard de dollars au box-office. C'est Imagine si ça arrive, imagine en produits dérivés, qu'est-ce que ça veut dire? La fenêtre est Et plus grande. ça n'a pas marché finalement. Ça a marché au niveau du box-office. Le film a fait 100 millions de plus que l'autre. Mais par contre, ça a été moins apprécié. La critique était moins dithyrambique. C'est ça. parce Et que on a peut-être un petit peu vécu on a surfé sur la popularité du premier. Donc, Oui. ça a été un peu ça, là. Parce que c'est trop compliqué, le deuxième, par rapport à ce que c'est Cars. Le premier est super simple. T'as pas besoin d'une intrigue internationale avec, tu sais... Et le troisième, ils sont revenus un petit peu aux sources. À la base. Ouais. Puis d'ailleurs, c'est là où j'en suis venu, c'est qu'en écoutant, justement, j'ai quand même écouté aussi les réactions des enfants et du public dans la salle. Et puis, comparativement au premier, par exemple, où j'entendais des fous rires, où moi-même je riais aussi également, avec ma terre, entre autres, le personnage, la vieille remorque, là, aussi, là, c'était très drôle. Dans ce troisième volet, il y a peu d'endroits où j'ai eu des rires, où j'ai eu des sourires. C'est un film qui est beaucoup plus sérieux dans le ton et qui, pour le public visé premier, je pense que c'est moins adéquat. Je suis d'accord avec toi là-dessus. La magie, ça reste vraiment dans le premier. Et, tu sais, mais en même temps, mets-toi à leur place. C'est normal qu'avec autant d'argent en produits dérivés, Ouais. tu veux continuer à C'est en clair. faire. Même si ce film-là marche pas jusqu'à date, il va bien marcher. 75 millions à travers le monde dans sa première fin de semaine. Numéro 1 en Amérique du Nord avec 53 millions. C'est sûr que ça va bien marcher, mais imagine que ça se passe mal finalement. Ils vont continuer à en faire pareil parce que les produits dérivés, ça représente beaucoup trop d'argent. Même qu'ils ont fait des spin-offs avec Planes Ouais. en 2013. Donc, c'est dans leur intérêt. Mais tu sais, bon, ils essaient des choses. On peut pas leur reprocher Mais ça. Ils c'est essaient pas, d'être sérieux. pas un film qui va être dans le peloton de tête, si tu me permets l'expression, de la franchise de Cars. Non, absolument pas. Et d'ailleurs, peut-être quelques éléments positifs qu'on doit en dénoter, par exemple, là, je trouve les images. Tu sais, Pixar qui se fait dans les films d'animation parmi les meilleurs en Oui. animation. À un moment donné, lorsque, justement, certains plans de vue, on est dans des sentiers escarpés, en montagne, on se croirait aussi à un moment donné en forêt réellement avec Flash McQueen qui part un bon, pour pas trop non plus brûler de punch, mais part un peu dans la forêt en roulant vraiment, tu sais, rapidement. Alors, ce côté-là visuel est encore réussi, impeccable. Oui, puis tu sais, d'ailleurs, le CGI, tu sais, bon, ça fait depuis 2014 que ce film-là est en préparation.
Et Pixar est tellement bon en animation que, bon, pour de l'animation comme ça, dans les films conventionnels avec des vrais acteurs, bon, c'est le CGI. Ouais. Et maintenant, on commence à de moins en moins voir la différence entre ce qui est vrai de ce qui n'est pas. Oui. Donc, évidemment que ça paraît avec Cars. Avec le 3D aussi. Là. Avec le 3D aussi, c'est sûr. Et c'est sûr que ça va gagner des prix aux Oscars. Je suis pas mal sûr de ça. Moi aussi. C'est pas le dernier de la franchise. Et tu sais, en même temps, ils ont essayé de faire quelque chose de plus international avec le deuxième. Ils ont essayé quelque chose de plus sérieux avec celui-là parce que, n'oublie pas que le premier, en 2006, les jeunes qui ont commencé à voir ça... Ils ont grandi. Ils ont grandi, donc peut-être que le public cible du premier sont peut-être plus matures, tu sais. Puis d'ailleurs, aussi, quand on regarde les valeurs de ce film-là, parce que dans chaque film d'animation, dans chaque film pour enfants, il y a toujours des valeurs quand même qui sont inculquées, de belles valeurs aux enfants. Si on doit aussi revenir avec les films de Pixar, qui sont toujours des maîtres d'œuvre de ce genre de message-là, et qui, d'ailleurs, je trouve, j'ai dénoté là, quelque chose, entre autres le fait que Cruz Ramirez, qui est, bon, un peu la nouvelle amie de Flash McQueen dans le troisième volet, elle qui est une femme, donc, évidemment, elle veut faire de la course, elle a toujours été un peu négligée. Alors, je trouve que ça envoie un beau message aux femmes en général. Et puis aussi, je trouvais que la fatalité, si on peut dire, en quelque sorte, de l'être humain, c'est de vieillir. Et là, Flash McQueen, pour exprimer un peu le scénario rapidement, il y a une nouvelle génération de voitures qui s'en vient. Lui commence à être un vieux routier, alors doit un peu soit se renouveler ou décider de faire autre chose que de la course automobile. Et finalement, bon, on va emprunter quand même une voie intéressante pour son avenir. On ne dira pas quoi. Mais évidemment, je trouvais que ça aussi, d'être exposé à ce genre de décision à un moment donné dans la vie où tu dois vieillir et tu dois un peu faire face à la vie aussi, au quotidien de la vie qui sont engendrés par la vieillesse et par des choix aussi, ne serait-ce que de changer de carrière, par exemple. Et justement, celui qui interprète en anglais la voix de la nouvelle voiture, là, celle, la nouvelle voiture plus jeune qui va plus vite, l'acteur, c'est Armie Hammer. Et Armie Hammer, oui, il fait partie de la nouvelle génération à Hollywood. Et ça fait longtemps qu'on dit que c'est une future star, mais jusqu'à date, malheureusement, ça ne fonctionne pas pour lui parce que, bon, avec Lone Ranger, il y a eu tellement de films avec lui qu'il y a eu des flops. C'est pas que c'est un mauvais acteur, c'est que peut-être, bon, il choisit mal ses rôles, mais en même temps, c'est pas des rôles basés sur des franchises. Donc, lui, dans sa carrière, a de la difficulté à monter. Et ce que tu as dit aussi par rapport à, bon, les messages positifs dans Pixar, tu sais que Cars, bon, le premier a été en 2006, mais ça fait depuis 1998 que l'idée est là chez Pixar. Et à la base, c'était censé être... le film était censé s'appeler Yellow Cars et c'était basé sur une voiture électrique contre des voitures au gaz. Mais on est en 98, ça fait que c'est très avant-gardiste par rapport à où est-ce qu'on en était en 98 là-dedans. Intéressant. Et justement, c'est John Lasseter, le réalisateur du premier, il a eu l'idée pendant qu'il faisait un road trip à travers les États-Unis avec sa famille. Et le premier, il y avait 2 réalisateurs, dont un, justement, qui est malheureusement décédé pendant la production dans un accident d'auto. OK. donc c'est très inusité, puis peut-être ça nous permet mieux de comprendre l'univers des Cars. Moi, je dirais, allez le voir. Oui, bien oui, c'est sûr, allez le voir. C'est un bon film divertissant pour ceux qui aiment ça. C'est pas mon cas, disons. Mais quand même, c'est un film à voir en famille. Mais quand même, je reconnais la qualité. C'est un gros blockbuster. Merci beaucoup, Nicolas Vincent-Poirier, d'être venu nous parler, puis on se reparle la semaine prochaine. Merci à toi. Voilà, c'est ce qui complète ce bulletin d'information. Évidemment, je vous invite à nous faire part de vos commentaires, vos suggestions sur le tvrl.ca. Sinon, rendez évidemment encore plus active notre page Facebook en allant lui donner de l'amour, en l'aimant et en partageant les différentes vidéos, publications de nos différentes émissions ici à TV Laval. Et évidemment aussi à ne pas manquer notre fameux bingo tous les dimanches matin. C'est plus de 3 500 $ à gagner, dont 2 000 $ pour la carte pleine. Alors, je vous dis à très bientôt, de bonnes vacances si c'est le cas pour vous. Et puis, n'oubliez pas, tous les dimanches matins, ici c'est Bingo. À bientôt.